Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert. La foodtech, vous devez certainement connaître ce terme. Il s'agit de l'alliance entre le secteur de l'alimentation et de la restauration avec les nouvelles technologies. Le but étant bien entendu d'améliorer l'activité d'un restaurant ou d'une enseigne en numérisant leur activité. Selon une étude de l'agence Digital Food Lab spécialisée dans le secteur de la foodtech, ce secteur est en forte croissance, et oui, en France. Pour preuve, le nombre de créations de start-up a été multiplié par 3 entre 2014 et 2016. Et on en compte 472 en 2017. Comment se positionne la France par rapport au reste du monde au sein de ce domaine d'activité en forte évolution ? Quels sont les grands enjeux et les grandes tendances de la foodtech ? Pour en savoir plus sur ce sujet, j'accueille Léonard Matoug, président et cofondateur de la société Panji. Bonjour Léonard. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être présent sur ce plateau pour nous parler. Merci beaucoup de me recevoir. Mais avec plaisir. Et vous allez nous parler de la foodtech. Alors forcément, je l'ai dit en introduction, c'est un secteur plutôt en forte croissance. Mais votre point de vue, à vous, un peu plus développé sur ce secteur d'activité, sur le marché de la foodtech en France ? Alors le marché de la foodtech en France et dans le monde, effectivement, c'est en très forte croissance, spécialement depuis 2016, où on a eu un triplement en France des investissements dans le secteur, avec les sommes levées justement par les startups. Et ça a poussé finalement l'État, qui avait déjà initié le principe de la French Tech pour fédérer l'ensemble des startups, de créer des thématiques dont la foodtech fait partie. Et on a 5 métropoles en France qui ont été labellisées foodtech. L'objectif étant de permettre à toutes ces startups de collaborer pour éviter de réinventer la roue et voilà, avoir une croissance exponentielle de l'innovation dans le secteur. D'accord. Et quelles sont les grandes tendances dans ce domaine ? Alors les grandes tendances, elles sont beaucoup dictées en fait par le consommateur qui a beaucoup changé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de millénials qui représenteront 50% de la population active. Pour définition, il s'agit de tous les hommes et les femmes qui sont nés entre 1980 et à peu près les années 2000. Ouais. On a des attentes qui sont assez différentes et plus complexes en fait que nos prédécesseurs. On appelle beaucoup à la transparence, puisqu'on sort aussi d'une grosse période de défiance après quelques scandales sanitaires qui ont eu lieu dans le secteur, qu'on connaît tous, et on est en attente d'amélioration de notre quotidien. En fin de compte, on cherche beaucoup la simplicité qui va justement aller vers les phénomènes qu'on connaît avec Deliveroo, avec la livraison à domicile, c'est vrai. Avec aussi un souhait de transparence très très important. En fait, on veut revoir de l'humain derrière le produit. On a besoin que le produit ait un visage parce qu'on a été très longtemps déconnecté de notre alimentation. Et aujourd'hui, justement, avec l'attente et les soucis qu'on a concernant notre santé, notre nutrition et la durabilité des systèmes. C'est-à-dire comment faire pour que tous ensemble, on arrive à construire un système qui soit durable pour ceux qui suivront après nous. Et quels sont les grands enjeux ? J'imagine qu'ils sont nombreux dans le domaine de la foodtech. Vous en avez déjà plus ou moins parlé dans cette réponse, du coup. Les grands enjeux sont d'arriver à faire collaborer en fait, les acteurs de l'alimentation, puisqu'il s'agit d'un enjeu commun pour eux. Quand un produit est différencié et vendu auprès du consommateur final, c'est-à-dire qu'il y a une vraie rencontre entre les valeurs et les attentes d'un individu et un produit qui lui est proposé. Tout le monde est gagnant en fait. Oui. Les labels, les garanties qui ont validé ce produit, le producteur qui a fait des efforts de qualité, qui a réduit par exemple sa consommation d'eau, qui a fait des produits qui génèrent du plaisir et de la santé, la filière également, le restaurateur, en fait tout le monde est gagnant quand un produit est valorisé et différencié. Donc en fin de compte, c'est un enjeu commun d'arriver à les fédérer. Et je dirais que l'enjeu principal, c'est d'arriver à faire travailler tout le monde ensemble, de sortir de la logique de silo finalement assez individuelle dans laquelle on a progressé jusqu'ici, de manière à éviter effectivement un risque qui est vraiment présent, qui est la rupture technologique. D'accord. On a besoin d'intégrer tous ces acteurs, même depuis l'amont, c'est-à-dire jusqu'au producteur, de manière à ce que lui puisse valoriser son produit et son métier. Et contribuer justement au transport de cette information jusqu'au client final. Alors, je pense que foodtech pourrait rimer avec innovation et j'aimerais qu'on s'intéresse à un sujet qui est une grande préoccupation de la part des Français également dans le reste du monde, qui est celle de l'origine des produits. Quelles sont les grandes innovations en termes de traçabilité des produits ? Alors il faut savoir qu'on est parti d'une traçabilité existante et assez complète sur les produits transformés notamment, avec un socle commun de caractéristiques produits fournis par GS1, qui est une association à but non lucratif internationale. Ce sont les inventeurs du code barre en fait. C'est ça qui permet de tracer les produits au niveau logistique, etc.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de blockchain. Oui, c'est vrai. La blockchain est un nouveau moyen, en fin de compte, de produire automatiquement l'information, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, l'horodatage, savoir à quelle heure a été pondu tel œuf par telle poule, etc., etc. Donc, on peut produire automatiquement cette information et du coup démarrer un peu plus haut dans la chaîne vers les produits bruts. La traçabilité de l'information au sens plus large, par contre, c'est plus une problématique de langage commun entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que la traçabilité est une chose, il faut arriver à rendre cette information digeste pour le consommateur final, et ça, c'est plus l'affaire justement d'une collaboration entre les professionnels. Mais effectivement, ça avance énormément et on va avoir de très belles choses dans les années qui viennent. D'accord, donc on est sur un secteur qui évolue en tout cas là-dessus. Oui. Très bien. Vous êtes donc le président et le fondateur de la société Panji et vous proposez une solution innovante de gestion de l'information produit entièrement dédiée au métier de l'alimentation. Alors que propose votre plateforme? Comment cela fonctionne concrètement? Alors, simplement, Panji est un outil de gestion de catalogue intelligent qui va permettre à tous les professionnels de la production, de la transformation, de la distribution, de collaborer ensemble pour apporter jusqu'à la consommation, c'est-à-dire jusqu'au consommateur, une information beaucoup plus claire, fiable et qualitative. Parce que c'est une information disponible, accessible, qui va recréer aussi de la confiance dans un secteur qui en a un peu perdu. D'accord. Donc on va simplifier en fait cette collaboration puisque en fait on a plusieurs typologies d'acteurs qui ont chacune une pièce du puzzle de ce qu'on appelle dans Panji le passeport du produit. Arriver à regrouper autour du produit la traçabilité, la santé, la nutrition, les régimes, mais aussi le profil métier de celui qui a produit, de celui qui vend, son savoir-faire, ses engagements environnementaux, sociétaux. Toutes ces informations en fait sont intéressantes et utiles quand le consommateur prend une décision. Le but du jeu est qu'ils arrivent à faire parvenir cette information jusqu'à lui. Et à quoi vont servir ces données concrètement ? Alors ces données, elles vont servir beaucoup à créer de nouveaux usages. Ces données ont trois fonctions principales. Dans le passeport du produit, on va permettre aux produits de parler plusieurs langages qui vont servir aux applications du marché, aux sites web, aux sites e-commerce et de les alimenter donc avec une information qui leur permet par exemple de proposer le panier intelligent aux consommateurs. Oui. Quand vous ferez vos courses sur un drive, si vous avez une donnée structurée sur les produits qui sont proposés, on va être capable de vous dire au fur et à mesure que vous mettez des produits dans votre panier, quel pourcentage des produits est français, quelle distance ils ont parcouru, quelle masse de plastique, de verre, de déchets en général vous allez produire, etc., etc. On va créer de l'intelligence avec cette matière première qu'est la donnée produit. Très bien. Et quels sont les premiers clients qui vont utiliser votre plateforme, puisque je crois que vous êtes en phase de test là pour l'instant? Tout à fait. Le premier cas d'usage, c'est le sourcing en fait. C'est-à-dire ce sont les professionnels qui vont chercher les produits que leur ont demandé leurs clients. Si votre client est venu vous demander une tomate bio produite à moins de 100 km, le tout de la trouver. Oui, c'est certain. Et pour ça, on a des acteurs qui sont les marchés d'intérêt national, en fait, en France, qui mettent en relation l'offre locale, donc les producteurs locaux, avec les acheteurs de l'autre côté, qui sont les commerçants de centre-ville, les grandes surfaces, la restauration collective et la restauration tout court. Et la donnée structurée va permettre d'améliorer l'approvisionnement local, en fait, en mettant en relation l'offre et la demande. Le deuxième, c'est l'INAO. L'INAO, c'est l'organisme en France en fait, qui fédère tous les AOP, AOC, IGP, c'est-à-dire les signes de qualité territoriaux, avec les produits de grande qualité qu'on a en France, qui vont pouvoir piloter leur contenu de manière à enrichir les fiches que vont créer les producteurs. Donc c'est une information de plus qui va nous permettre de comprendre en fait, ce qui se cache derrière ces labels. Et enfin, le troisième, on commence une collaboration aujourd'hui avec la filière fruits et légumes, qui communique aujourd'hui pour l'ensemble de la filière. Et on va leur permettre également de mutualiser les contenus pour enrichir les contenus des producteurs qui, en l'occurrence, ne sont pas devenus par miracle web designer, photographe et éditeur de recettes quand on leur a dit c'est la révolution numérique. Donc on va faciliter tout ça et chaque acteur dans la chaîne en fait, a un rôle qui donne le pouvoir aux suivants de mieux communiquer. Très bien. Et quels sont vos projets à venir? Vous allez lancer votre plateforme, mais est-ce qu'il y a d'autres projets derrière? Alors je pense que c'est un projet qui peut nous amener extrêmement loin. Pour le moment, on prend énormément de plaisir dans l'aventure à co-créer avec tous ces acteurs dont je vous ai cité les premiers maintenant. Et c'est d'abord une vraie aventure humaine. C'est-à-dire que c'est d'abord sociologique. On écoute l'humain et ensuite on choisit la technique qui va permettre de répondre au mieux à ses attentes. Donc en fait, c'est une somme énorme d'aventures qu'on est déjà en train de vivre et qui n'est pas prête de s'arrêter, j'espère. Eh bien, je l'espère aussi pour vous. En tout cas, on suivra vos aventures. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.